Brune, avant de parler de votre dernier film, Ni queue ni tête, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films. C'est un peu le hasard en fait. J'avais fait des études littéraires à l'Institut d'études supérieures de la Renaissance. J'avais à l'époque, dans le cadre de la littérature comparée, été amenée à rencontrer Pasolini, qui était venu me présenter quand j'étais étudiante, d'abord Médée avec Calas, et puis ensuite les 120 journées de Sodome avec Gilbert Lely. C'était une époque assez mouvementée, c'était dans les années 69. Puis Pasolini est quelqu'un avec qui j'avais pas mal parlé et qui déjà me paraissait extrêmement fascinant dans sa manière de travailler et de s'exprimer d'ailleurs, d'être surtout. Est-ce qu'il y a une sorte de lien entre le financement et le sujet de vos films? Parce qu'on voit quand même une sorte de ligne de démarcation entre les premiers films, comme justement De sable et de sang, Sans un cri, Si je t'aime, prends garde à toi, et ceux qui ont été réalisés après 2000. Donc justement, c'est le bouquet, c'est Cause toujours et Ça ira mieux demain. Est-ce que là, vous avez changé de ton tout d'un coup, des films sérieux, presque graves, vous êtes passé non pas à la comédie, mais vous les appelez des fantaisies, donc des films avec humour. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'argent, les financements, la difficulté d'en trouver, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous? Non, je pense que ça vient de l'intérieur. Donc les films, c'est pas enfin, ça n'est pas une question d'argent pour les financer, puisqu'en fait tous ces films coûtent à peu près, sont à peu près dans les mêmes budgets. D'où est venue l'idée de votre dernier film, donc Ni queue ni tête, où il y a un parallèle entre une prostituée et un psychanalyste, ce qui est étonnant. Mais ça s'est passé ici. C'est un livre qui est tombé de la bibliothèque, qui était un livre de Lacan, dans lequel il évoquait la passe. La passe qui est donc cette cérémonie, qui était cette cérémonie, appelons ça comme ça, quand un analysant devient analyste. Et c'est quelque chose qui a existé pendant un certain nombre d'années, puis ensuite ça a disparu. Mais en tout cas, Lacan avait appelé ça la passe. Et quand j'ai vu la passe sur ce livre, avant d'avoir commencé à relire le livre, je me suis dit, mais j'ai un livre sur la prostitution, d'ailleurs c'est vrai qu'il y en a dans la maison, mais celui-là je m'en souvenais plus. Je me suis rendu compte que non, c'était un livre qui parlait de psychanalyse. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, Lacan n'a pas pu ne pas penser à la passe, au sens premier du mot passe, qui est lié à la prostitution. Et avec Richard Debuine, donc mon co-auteur, on a commencé à évoquer le lien qu'il y a entre la prostitution et la psychanalyse du point de vue dramaturgique, c'est-à-dire l'une qui se passe en chambre, l'autre en bureau, toujours dans des lieux discrets, voire un peu, pas clandestins, mais en tout cas très discrets. D'un côté il y a un lit, de l'autre côté il y a un divan. Des deux côtés on paie en liquide. Souvent la prostituée utilise une serviette ou du papier. Et il arrive que des psychanalystes mettent un sopalin ou une petite serviette sous la tête du patient avant qu'il n'entre. Et par ailleurs, il y a l'argent qui trace une sorte de frontière. Dans la psychanalyse, l'argent dit au fond que l'analyste vend son temps, sa présence, éventuellement son intuition. Mais si on peut avoir des sentiments en analyse à l'intérieur de ce qu'on appelle le transfert contre transfert, ces sentiments sont faits pour être analysés, ils ne sont pas faits pour être vécus dans la vie quotidienne, je dirais. Et dans la prostitution, l'argent marque aussi une limite. La prostituée vend son corps, les services de son corps, mais ça montre aussi qu'au-delà, il n'y a rien à attendre, a priori, dans l'ordre du sentiment. Donc des deux côtés, l'argent, cet argent en liquide, souvent déposé sur un meuble, parce que le psychanalyste ne prend jamais l'argent de la main à la main, une prostituée non plus. Cet argent suspect finalement en même temps, c'est ce qu'on se dit, parce que pourquoi ne pas le prendre aussi franchement, cet argent qui ferait peur en quelque sorte, ou qui serait coupable, ou qui représenterait, allez savoir quoi, je ne sais pas.
en tout cas de l'ordre de la vénalité dans la prostitution, et qui, dans la psychanalyse, en tout cas freudienne, renvoie aux excréments, le thème de l'argent. Donc, tout ça nous a fait penser. Et à partir de là, on a écrit ce scénario en oubliant progressivement la structure d'origine, parce que les personnages sont toujours plus forts que la structure, même si la structure est forte au début du film. La prostituée et le psychanalyste sont dans une crise existentielle l'une comme l'autre. Oui, les deux ne sont non plus 20 ans. Donc ils ont pratiqué l'une la prostitution avec mise en scène sophistiquée, avec comme clients des gens un peu borderline, un peu excessifs, un peu fragiles. Et l'autre pratique, on le sent, la prostitution, la psychanalyse depuis pas mal d'années. Et les deux ont perdu la curiosité, on sent qu'ils sont fatigués. Et que même si Alice, en tout cas, continue de faire son métier avec une sorte de perfection, Xavier, lui, montre de moins en moins d'attention. Et leur attention, à l'un comme à l'autre, s'oriente vers l'argent, et pour Xavier sur les collections d'objets, et pour Alice aussi faire des collections d'objets d'une manière un peu plus désabusée, puisqu'en fait elle n'habite pas une maison ni un appartement, elle habite à l'hôtel, mais elle accumule des objets en pensant finalement qu'un jour elle va s'arrêter. Et notamment, elle rêve de s'acheter un lustre qui serait le dernier objet qu'elle achèterait avant de cesser la prostitution. Alors, à un moment donné, et ça dès le début du film, le personnage de Demestre, enfin de Xavier Demestre, le psychanalyste, nomme les objets du nom des névroses de ses patients, c'est-à-dire qu'une statue en bronze qui représente un éléphant, il l'appelle le paranoïaque, c'est-à-dire de l'argent du paranoïaque qui a permis de l'acquérir. Et Alice aussi, c'est-à-dire qu'elle parle de son client, de celui qu'elle imagine être son dernier client, en l'appelant le lustre, du nom de l'objet qu'elle veut acquérir avec son argent. Donc, les deux sont fatigués, les deux sont l'un en crise de couple, de Mestre, l'autre en crise de non-couple, je dirais, parce qu'elle vieillit et que c'est une femme qui, sans doute, pense que la prostitution ne va pas être un emploi comme ça qu'elle va pouvoir tenir encore très longtemps. Et des deux côtés, je dirais, il y a un événement qui produit une crise. Chez Demestre, c'est la séparation d'avec sa femme, qui lui reproche son attachement à l'argent et son indifférence à la douleur de ses patients. Et de l'autre côté, ce sera la rencontre que fait Alice, enfin la rencontre, un de ses clients qui passe les limites du jeu de la prostitution et qui devient violent et qui la menace. Donc les deux vivent un événement, entre guillemets, un choc en tout cas. Et c'est ce qui va rendre possible par certains côtés une rencontre qui n'est pas seulement, comment dire, une rencontre à l'intérieur du cadre de leur fonction. Il va y avoir une rencontre plus intime d'esprit à esprit et de sentiment à sentiment. Actuellement, avec Nico United, vous vous attaquez à la psychanalyse, puisqu'il y a ce parallèle qui n'est pas très bienveillant vis-à-vis de la psychanalyse. Alors on pourrait s'attendre à ce que le film marche très très bien, au contraire, puisqu'il tombe en pleine actualité d'un débat sur la psychanalyse. Pourtant, les médias semblent ne pas rebondir, même, comme vous dites, ériger une sorte de mur de silence face à ce film. Avez-vous une explication ? Une explication, non, mais je peux avoir une hypothèse en tout cas. Voilà. Je crois que le débat Onfray Odinesco, enfin qui d'ailleurs n'était pas un débat, c'est-à-dire qu'il y a eu... Onfray a fait son livre que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement documenté. Vous l'avez lu ? Oui. Il apporte des éléments extrêmement intéressants des lettres de Freud avec Fliess, des documents que parfois on ne connaissait pas, que souvent même on ne connaissait pas. Et il remet en mémoire aussi les hypothèses formulées par Van Rielaert, par Borg Jacobsen, etc. Et surtout, Onfray a une sorte de style dynamique et polémique
qui secoue de manière intelligente et intéressante justement quelque chose qui est devenu une sorte de dogme très prégnant dans la société. Donc pourquoi le livre d'Onfray, qui n'est jamais que dans une énergie de polémique intellectuelle et qui est très honnête contrairement à ce qu'on dit, pourquoi ce livre a-t-il amené le maire d'Onfray dans les pages du journal du dimanche? Pourquoi y a-t-il eu des articles aussi terribles suspectant Onfray d'avoir de la revanche, d'avoir une revanche à prendre par rapport à ses origines sociales, etc. On lui a fait beaucoup de procès d'intention, beaucoup de psychanalyse gratuite, etc. Donc, et il en a d'ailleurs pas mal souffert. J'ai parlé récemment avec lui. Nous, on a écrit ce scénario 2 ou 3 ans avant que ne paraisse le livre de Michel Onfray. Je crois que la querelle, la presse s'est beaucoup élevée contre Onfray à travers les témoignages de psychanalystes, ou en tout cas les réponses des psychanalystes. Et je crois qu'ils se sont rendus compte que finalement, tout ce qu'ils ont pu dire les a beaucoup desservis. Parce que notamment la pétition des 120 psychanalystes qui demandaient l'interdiction des cours de Michel Onfray sur France Culture, ce qui est carrément une honte. Je veux dire, je ne peux pas concevoir que des gens qui sont supposés réfléchir demandent l'interdiction de la pensée et de la parole d'un homme dans une radio culturelle. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils se sont mis dans une situation délicate et de revanche. Et par ailleurs, je pense qu'une grande partie des journalistes sont en cure analytique. Et c'est en lisant une partie, en tout cas des articles qui ont été faits sur mon film, que je vois par exemple qu'ils ne supportent pas, on peut appeler ça comme ça parce que ça donne lieu à des choses colériques. Par exemple, dans le studio, quelqu'un écrit pourquoi ne s'intéresse-t-elle pas, ne compare-t-elle pas la prostitution avec la chasse au canard, ou la psychanalyse avec la chasse au canard, puisqu'on est couché aussi dans la chasse au canard. Donc on voit des choses qui ne sont pas de la hauteur de ce qu'on peut espérer d'un journaliste. Et beaucoup d'articles considèrent que c'est une honte, que c'est inacceptable de comparer la prostitution et la psychanalyse. Ce qui, pour moi, pose une vraie question. Pourquoi n'aurait-on pas le droit? C'est surprenant, mais je pense que ces gens sont en analyse et que de surcroît, ils ne connaissent pas bien Lacan. Sinon, ils auraient pu penser, parce qu'ils se moquent de moi en disant « elle a eu une inspiration soudaine ». Non, j'ai pensé à Lacan, et je pense que Lacan, quand il a parlé de la passe pour la cérémonie, savait très bien qu'il y avait un double sens au mot passe. Pour faire ce film, est-ce que vous avez vous-même une expérience sur la psychanalyse? 8 ans d'analyse, à 3 séances par semaine, avec un analyste. Voilà, donc j'ai fait en effet une analyse, puis j'ai fait ensuite une analyse didactique pour comprendre au fond comment tout ça se mettait en place du côté de l'analyste. Et j'aurais pu devenir analyste, mais non. Est-ce que finalement faire le film, ça ne remplace pas une psychanalyse? Pour moi, c'est beaucoup mieux. L'écriture et toute la pratique artistique et le cinéma, évidemment, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on est dans ça mélange à la fois la réflexion et l'action. Mais l'action, pas comme activité d'agitation, mais comme épreuve. C'est-à-dire que sur un film, on passe des épreuves du matin au soir. Des épreuves avec la réalité, des épreuves avec autrui, des épreuves dans la relation humaine. Et donc, en réalisant, on se réalise aussi par certains côtés. On peut se détruire aussi. Mais on est toujours sur cette frange-là. Et l'analyse, au début, quand j'ai commencé une analyse, je craignais que ça altère ma capacité à créer, entre guillemets. Ça n'a rien altéré, mais ça n'a rien changé en réalité. Voilà le constat que je fais et que je n'aurais pas pu faire tout de suite après avoir fait mon analyse. C'est que pendant les années qui ont suivi cette analyse, j'ai pensé que j'avais changé. Au sens où j'ai pensé que ce travail, ce dont on parle comme un travail, réorganiser autrement ma manière de voir le monde, ma manière de
de parler avec les gens et tout ça. Et au fur et à mesure que les années passaient et que j'avais cessé mon analyse, je me suis rendu compte que je continuais de modifier en permanence ma perception du monde, que c'était les épreuves de la vie, et que dans les 9 ans où j'avais fait l'analyse, il est fort probable que si je ne l'avais pas faite, je serais arrivée à peu près au même état au bout de 9 ans. Mais comme on fait une analyse, comme ça prend énormément l'esprit, et de temps aussi, hein, et d'argent, il faut bien le dire, on est fort occupé par ça et on a envie de dire que ça a été utile, que ça a changé la relation. Quand je vais dans les salles, des gens me disent oh, ça m'a sauvé la vie, etc. Je dirais que c'est humain, heureusement que les gens peuvent penser ça. Oui, avec le recul, je me suis rendu compte que on a envie d'avoir été sauvé. On a tous envie d'avoir été sauvé. On a tous envie que l'argent qu'on a sorti servait à quelque chose. Et au fond, avec un analyste, on dépose dans son bureau et dans sa mémoire, donc, toute l'intimité, quand même, une énorme intimité. Donc, c'est extrêmement difficile de se dire que ça ne sert à rien. Et c'est extrêmement difficile aussi de renoncer à ce lien. Au fil des années, 3 fois par semaine, quand quelqu'un vous écoute, plus ou moins consciencieusement, mais en tout cas, vous l'imaginez qu'il vous écoute consciencieusement. Donc, et parfois, il vous écoute effectivement attentivement. Vous lui avez déposé votre vie chez lui. Donc, comment imaginer que tout ça est vain? Plus je réfléchis à l'analyse que j'ai faite, plus je réfléchis à ce que je vis dans la vie, plus je sais que aucune personne ne m'a plus appris sur moi-même que les difficultés que je rencontre et que je tente de surmonter, que les douleurs, que les joies, que c'est là que je suis confrontée au moi-même. Il y a une grave erreur souvent qui est faite sur la parole de Socrate, connais-toi toi-même. Beaucoup de gens pensent que c'est connais-toi toi-même au sens de l'introspection. En réalité, le connais-toi toi-même de Socrate, c'est connais-toi toi-même au sens où qu'est-ce que tu peux faire dans la cité, qu'est-ce que tu es capable